S'appuie une ville sous forte tension. Hier, un face-à-face tendu entre les groupes d'autodéfense du Ziro et les forces de sécurité. Tout est parti de la mort d'un homme suspecté de vol de bétail après son arrestation par les Koglo-Ougo. Retour dans ce journal sur cette chaude journée. Et puis il n'y a plus de kits dans les centres de santé publique pour la prise en charge des cas de paludisme grave chez la femme enceinte et chez l'enfant de moins de 5 ans. L'austérité imposée par la transition est pointée du doigt. Il n'y a pas eu d'achat de kits en 2015. Quelles conséquences? Explication dans ce journal. Au Niger, les élections couplées présidentielles et législatives, c'est ce dimanche. Hier, le président sortant a tenu son dernier meeting au stade Séni Kountché de Niamey. Son objectif, le coup KO dès le premier tour et face à lui 14 autres candidats. Images, commentaires et témoignages de notre envoyé spécial dans ce journal. En Libye, des avions de chasse américains ont mené un raid tôt ce matin dans l'ouest du pays. La cible, un bâtiment de 2 étages où se tenait une réunion des membres de l'organisation État islamique. Plus de 40 personnes ont été tuées et parmi elles se trouverait l'un des cerveaux des attentats de Tunis. Voilà pour la une de ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Une journée sous forte tension hier à Sapui dans le Ziro. Tout est parti d'une affaire de vol de bétail. Les groupes d'autodéfense Koglo-Ougo mettent la main sur 2 suspects. L'un d'eux, Madi Kanazoué, va par la suite succomber au mauvais traitement. Les forces de l'ordre effectuent une descente pour arrêter les responsables. Du côté des Koglo-Ougo, on sonne la mobilisation. Heureusement, l'affrontement a été évité. La voie de la sagesse l'a emporté. Konsoun Koulibaly et Monkoun Dabiré. C'est un calme précaire qui règne ce jeudi soir à Sapui. D'un côté, des policiers en alerte au commissariat de police situé à l'entrée de la ville, et de l'autre, une armée de Koglo-Ougo mobilisée pour faire la résistance. Une situation consécutive à la mort de Madi Kanazoué suite au service du groupe d'autodéfense et au refus de ses responsables de répondre de ce drame devant la police. Après le décès du regretté Madi Kanazoué, la gendarmerie est venue faire le constat. Ils ont procédé et la nuit même à l'inhumation du corps. Alors après, ils les ont dit de passer au commissariat pour rédiger un rapport pour que ça aille devant. Alors eux, ils n'ont pas pu venir la nuit. Le lendemain, jusqu'à 8 h, ils n'ont pas pu venir. Et c'est là que les forces de l'ordre sont venues et leur demander pourquoi, alors est-ce qu'ils ne sont pas arrivés. Ils sont arrivés, alors ils disent qu'ils veulent le responsable de l'association. Et ils ont dit que non, nous tous, nous sommes responsables de l'association. Alors, il n'y a pas de responsable. Si vous voulez arrêter le responsable, donc prenez-nous tous et vous allez là où vous voulez. En cette interpellation, le groupe d'autodéfense voit une manœuvre des forces de l'ordre de sanctionner ses responsables. Mais du côté de la police, l'on évoque une simple question de procédure. Pour le directeur régional de la police, il s'agit d'auditionner les suspects en vue de situer les responsabilités. Dans un premier temps, il m'a semblé que avec les Koglo-Ougo, l'association, les membres de l'association Koglo-Ougo de Sapui, on ne s'est pas compris. Dans la mesure où, pour eux, il n'est pas question qu'ils viennent à la police pour quoi que ce soit. Bon, dans un état de droit, c'est quand même inadmissible. Après négociation, les responsables de Koglo-Ougo acceptent finalement de se faire entendre par la police. Pour sa part, le chef du village de Sapui appelle les protagonistes au calme et au dialogue. Chaude matinée aujourd'hui sur le boulevard France-Afrique. Cette fois, c'est la police municipale qui a mené une opération. Objectif, mettre fin à l'occupation anarchique de l'espace public. Plusieurs commerçants sont installés le long de ce boulevard où ils vendent divers produits. L'intervention a fait monter la tension de part et d'autre. Les occupants refusant d'obtempérer, ne sachant où aller pour mener leur activité. Finalement, le déguerpissement a eu lieu par la force. Explication, Konsoun Koulibaly et Tanga Kafando. Les policiers saisissent tables, bancs et tabourets. Les commerçants, eux, tentent de sauver l'essentiel. Une opération de déguerpissement des commerçants illégalement installés aux abords de l'avenue France-Afrique. Pour les commerçants, ce n'est que hier qu'ils ont reçu l'injonction de quitter les lieux.
Les policiers nous ont dit hier de libérer la voie aujourd'hui. Nous sommes allés ce matin à la police municipale pour engager une négociation. Et c'est là qu'ils nous ont traités de frondeurs. Pour la police municipale, le problème ne date pas d'aujourd'hui. Les commerçants ont été à plusieurs reprises mis en demeure. Ils sont au courant, on les avait même indiqué une limite à ne pas dépasser. Si vous avez remarqué au niveau des vendeurs de volailles, vous avez vu qu'ils sont bien alliés. Voilà, la limite là c'était à ce niveau. Voilà, mais nous avons constaté qu'au-delà de cette limite, il y a des commerçants qui se sont installés de façon anarchique. Faute d'accord, la police procède au déguerpissement forcé. La tension reste vive. Voilà, et puis je vous le disais en titre, c'est une rupture inquiétante dans les centres de santé publique. Il n'y a plus de kit de prise en charge des cas de paludisme grave chez les femmes enceintes et chez les enfants de moins de 5 ans. La raison, l'austérité imposée par la transition. Il n'y a pas eu d'achat de kits l'année dernière. Conséquence, en attendant de nouvelles acquisitions, ce sont les patients qui devront tout prendre en charge. Gérard Sommet et Zalissa Sanfo pour les explications. C'est fini. Il n'y a plus de kit de prise en charge gratuit des cas de paludisme grave chez les femmes enceintes et chez les enfants de moins de 5 ans. Le département de la santé est en rupture de stock. En cause, l'austérité imposée par la transition. Ainsi donc, en cas de paludisme sévère chez un enfant de moins de 5 ans ou chez une femme enceinte, il faudra mettre la main dans la poche, contrairement aux années précédentes. Nous allons encore mettre la barrière financière qui, comme nous le savons, est une barrière importante qui fait que l'accès aux soins n'est pas effectif dans certaines localités, surtout rurales. Et donc c'est sûr que la létalité du paludisme, c'est-à-dire les décès liés au paludisme dont le nombre et la proportion est en baisse constante, la tendance va s'inverser. Et pendant combien de temps cette situation va-t-elle perdurer? Difficile de trouver une date. L'on est toujours au stade de la réflexion et des propositions. Nous sommes en train de voir avec l'autorité comment nous allons voir avec la CAMEC pour pouvoir rendre disponibles les médicaments en attendant que les marchés s'exécutent. Vous savez que les marchés de l'État suivent des procédures. En attendant la mise en œuvre de toutes ces mesures, en matière de santé, il vaut mieux prévenir que guérir. Chaque année, ce sont 300 000 kits qui sont mis à la disposition des 70 districts sanitaires du pays. Mais l'année dernière, chaque district a dû fonctionner avec ce qui lui restait. Le Premier ministre était ce matin au palais du Mogo Naba Bango. Il faut toujours agir dans l'intérêt du peuple. Ce sont les mots de Sa Majesté à l'endroit de Paul Kabatieba. Le chef du gouvernement a rendu hommage au Mogo Naba pour ses actions en faveur de la paix et de la cohésion nationale. Il a également sollicité son accompagnement pour la réussite de sa mission. Alidou Badini et Aruna Mare. Paul Kabatieba chez le Mogo Naba. C'est une visite de courtoisie chez le chef suprême des Mossé pour le nouveau Premier ministre. Après ces échanges de civilité, suivra ce huis clos d'une quinzaine de minutes entre les deux personnalités. Pour le chef du gouvernement, c'est une audience riche en enseignements. L'empereur a dit qu'il faut rester toujours dans la vérité, sur le chemin de la droiture. Et il a dit également travailler toujours dans l'intérêt du pays. Et à ces conditions-là, je serai toujours à vos côtés pour vous aider. C'est cette ligne de conduite-là que je vais essayer de suivre. Le Mogo Naba Bango exprime sa disponibilité à accompagner Paul Kabatieba dans ses fonctions. Au sujet de la polémique sur les audiences, voici sa réponse. La démarche de mon gouvernement, c'était d'abord de faire un bon état des lieux, parce que la situation est difficile, je ne vous le cache pas, mais ensuite de mettre en œuvre le programme que le président Roch Marc Christian Kaboré a proposé au peuple burkinabé. Le Mogo Naba a également fait des bénédictions à l'endroit de l'exécutif burkinabé pour la réussite de sa mission. Il exhorte le gouvernement à toujours cultiver la tolérance et la concorde pour un Burkina de paix.
On reste dans l'agenda du Premier ministre. Hier, Paul Kabatieba s'est entretenu avec plusieurs personnalités, 2 émissaires des Nations Unies, l'ambassadeur du Brésil au Burkina et le secrétaire général du système d'échange d'énergie électrique en Afrique de l'Ouest. Le point avec Mathias Drabo et Oumar Zombre. Pierre Julien et William Alexon du Bureau des Nations Unies pour les services d'appui au projet UNOPS ont été reçus à la primature. Ils sont venus s'entretenir avec le chef de l'exécutif burkinabé sur les questions liées aux infrastructures. Nous avons eu l'opportunité d'être reçus en audience par Monsieur le Premier ministre pour lui présenter notre organisation qui travaille de longue date déjà depuis au Burkina Faso et en vue de regarder quels peuvent être les appuis que nous pouvons apporter au gouvernement dans la phase actuelle de relance du pays. Juste après les émissaires des Nations Unies, Paul Kabatieba a reçu Célia de Oliveira Bettencourt, ambassadeur du Brésil au Burkina Faso. La diplomate brésilienne dit être venue rendre une visite de courtoisie au Premier ministre. C'est Apollinaire qui a bouclé cette série d'audiences au Premier ministère. Reçu par le directeur de cabinet du Premier ministre, il est venu parler d'énergie. Le WAP a prévu 150 MW de solaire pour le Burkina. Ça, c'est un exemple. On a prévu de développer le Burkina dans tout le Sahel, la partie nord de la CEDEAO. Apollinaire qui est le secrétaire général du système d'échange d'énergie électrique ouest-africain. Il a profité de l'occasion pour présenter sa structure. Une structure dont l'objectif est de pallier l'insuffisance d'énergie dans la sous-région. L'heure est venue de mettre le code des personnes et de la famille du Burkina en phase avec les réalités du moment. L'actuelle date de la période révolutionnaire et contient des dispositions anachroniques. Le nouveau texte est en cours d'examen. Nongba Kouda et Nathalie Sawadogo. C'est un comité pluridisciplinaire composé de magistrats, des représentants de la société civile et des représentants des ministères intéressés par la question qui a été mis en place. Ensemble, ils vont examiner et valider l'avant-projet de loi modifiant le code des personnes et de la famille. En vigueur depuis le temps de la Révolution, il était temps de le réadapter aux réalités du moment. Il était temps, après plus d'une vingtaine d'années d'application de ce code, de le relire pour d'abord expurger de ce texte toutes les dispositions obsolètes et qui faisaient parfois référence à des institutions comme les CR des quartiers qui n'existent plus dans notre environnement institutionnel. Et aussi de tenir compte des évolutions sociales que notre pays a connues pour adapter ce texte à notre contexte actuel. À l'issue de cet atelier, le projet de loi sera soumis en conseil de cabinet avant d'être transmis au secrétariat du gouvernement et par la suite à l'Assemblée nationale. Les manifestes des candidats à la présidentielle de novembre 2015 passés à la loupe, c'est le Centre pour la gouvernance démocratique qui a mené l'analyse. Les promesses et les engagements ont été compilés dans un document objectif, donner des outils de contrôle à la population. Amadou Ilboudo et Solange Guigma. Il ressort de cette étude menée par le Centre pour la gouvernance démocratique, CGD, que la fonction programmatique des partis politiques a été renforcée lors de l'élection présidentielle de 2015. Même si certains programmes de société sont qualifiés de fantaisistes et d'autres de sérieux, il reste à savoir si ces derniers répondent réellement à toutes les aspirations des populations. Nous avons systématisé, grâce à Afrobaromètre, une dizaine de points qui commencent par l'eau et qui va jusqu'à l'électricité. Et on s'est rendu compte que les programmes ne contiennent pas toutes les informations, donc toutes les réponses à ces préoccupations prioritaires des citoyens. Cette étude révèle par ailleurs que les autorités administratives du pays et les bailleurs de fonds n'attachent pas du prix à la disponibilité d'un programme électoral de qualité, de même que les électeurs. C'est négligé parce qu'il y a des contraintes structurelles. Et ces contraintes structurelles, c'est le niveau de compréhension des populations, c'est le niveau de pauvreté, c'est aussi plus ou moins l'attitude des électeurs. Et cette attitude, c'est quoi? C'est de dire qu'on attend davantage la satisfaction immédiate des problèmes.
Recommandation est faite de travailler à l'amélioration de la qualité, à la vulgarisation et à la disponibilité de ces offres électorales. Toute chose qui permettra à la population de veiller au respect des engagements pris par les partis politiques dans ces projets de société. Des engagements et des grandes annonces, il y en avait dans la déclaration de politique générale du Premier ministre, une déclaration suivie avec intérêt par la Fédération des étudiants et scolaires pour l'intégrité au Burkina. La FECIBF a livré hier sa lecture. Elle est également revenue sur les préoccupations actuelles des élèves et des étudiants. Alidou Badini et Ramatou Zida. En réponse au Premier ministre dans sa déclaration de politique générale sur l'emploi des jeunes, la Fédération estudiantine et scolaire pour l'intégrité au Burkina Faso pense qu'il faut proposer des emplois à la hauteur des formations et non dans tous les sens. Selon Aboubakar Ouattara et ses camarades, les ambitions réelles des gouvernants doivent aujourd'hui tenir compte des difficultés sur le terrain, telles les questions de chevauchement des années, l'insuffisance des amphithéâtres et des enseignants. On ne peut pas former quelqu'un dans une discipline et aller lui proposer quelque chose que lui-même il n'a jamais fait. Voilà. Donc il faut revoir même la gouvernance universitaire. Et puis la question du CENU, la restauration, c'est vraiment un véritable problème. Mais quand nous avons écouté le discours du Premier ministre, il n'a pas parlé de restauration. Le discours actuel en faveur des universités est perçu ici comme une promesse de plus dont les actions concrètes de mise en œuvre seront appréciées en temps opportun. À cette rencontre, les membres de la fédération dénoncent également le système de location de bâtiments privés pour abriter les centres universitaires comme c'est le cas à Dédougou, Fada, Ouaïguya et à l'université Ouaga 2. Là-dessus, la fédération envisage rencontrer les autorités universitaires pour des propositions. Et si rien n'est fait d'ici là, elle compte employer d'autres moyens pour se faire entendre. Du côté de la Confédération paysanne du Faso, on fait le bilan de 10 ans de mise en œuvre de la politique agricole régionale. Les membres des 13 régions sont là autour de la table. Parmi les acquis, l'augmentation de la productivité du riz de 35%, mais le défi de la maîtrise de l'eau reste entier. La CPF réaffirme la nécessité d'accorder la priorité à l'agriculture familiale. Issa Kafando, Ismaël Diloma, Sirima. Mettre l'accent sur l'agriculture familiale, moderniser les outils de production, de transformation et de distribution pour combattre réellement la pauvreté en Afrique de l'Ouest. Ces recommandations ont été formulées après 10 années de mise en œuvre de la politique régionale agricole adoptée par les pays de la CEDEAO. Notre agriculture ne doit pas rester uniquement que tributaire de la pluviométrie. Comment penser à maîtriser les eaux de surface et mieux exploiter? Et cette production, quand on parle de production, comment on peut occuper les agriculteurs 12 mois sur 12? Ça nécessite effectivement qu'on puisse générer des technologies. Ces technologies partent de la maîtrise de l'eau jusqu'à la transformation et à l'adoption d'équipements ultra-modernes. Concernant les acquis engrangés, la Confédération paysanne du Faso demande aux décideurs politiques de prendre des mesures pour soutenir les efforts des paysans. On produit du riz de qualité et de quantité. Qu'est-ce qu'on fait pour protéger notre production rizicole? Est-ce que doit-on toujours laisser les frontières ouvertes pour permettre aux commerçants de venir saper les efforts qui ont été faits au niveau de la région? Si nous avons augmenté de 35% notre productivité, il va falloir que ces 35%-là soient protégés. La Confédération paysanne du Faso compte utiliser les résultats de cet atelier pour apporter sa contribution à l'élaboration de la phase 2 du programme national du secteur rural. Des produits agricoles de toutes les variétés à voir et à acheter, ça se passe à Kienfangé dans la commune rurale de Komsilga. La 3e édition de la foire agro-silvo-pastorale a ouvert ses portes ce matin. Une tribune de rencontre et d'échange entre producteurs de toutes les régions, mais aussi des stands bien fournis qui n'attendent que les visiteurs. Konsoun Koulibaly, Bouma Ernest Nébier. La 3e édition de la foire nationale agro-silvo-pastorale ouvre ses portes. Et c'est parti pour 4 jours d'exposition des savoir-faire des producteurs burkinabés en matière d'élevage, d'agriculture et de pêche. Une foire dont l'importance n'est plus à démontrer selon ses organisateurs et l'ensemble des exposants.
C'est un cadre d'échange et de partage d'expériences. Nous sommes heureux du fait que de la première édition à la troisième édition, nous sommes partis d'une foire communale et une foire nationale. Nous envisageons une foire internationale pour 2017. Nous allons mettre un commissariat général en place pour lancer maintenant la foire internationale, en tout cas qui se passera en février 2017. Tous les intervenants qui se sont succédés à la tribune ont souligné la nécessité de cette foire dans le développement du monde rural. Et pour le ministre des Ressources animales et halieutiques, ce genre d'activité mérite sans aucune hésitation le soutien du gouvernement. Le gouvernement, à travers nos départements ministériels respectifs, ne ménagera aucun effort pour accompagner l'ADMR dans la consolidation, le renforcement, le rayonnement et la pérennisation de cette foire. En plus des expositions, 8 conférences publiques sont également au menu de cette troisième édition dont le thème principal est « Filière agro-silvopastorale, quelle contribution à la création d'emplois pour les jeunes et les femmes ?» La foire prend fin le 21 février 2016 avec des remises de prix aux 3 meilleurs producteurs de chaque filière. Environ 100 prix seront octroyés. Produire en situation de maîtrise totale de l'eau, voici le rêve de tous les producteurs agricoles. L'irrigation, c'est une question de moyens, mais c'est aussi une question de génie. La preuve, dans les jardins de Desso, c'est dans les environs de Bobo-Dioulasso. Pas de motopompe ni de tuyaux, juste un système traditionnel de canalisation et le tour est joué. Visite guidée avec Hassan Gourabou et Kadou Romen qui. Village de Desso, situé à quelques encablures de Bobo-Dioulasso. Ici, l'activité principale des habitants est le jardinage. Plus de 50 hectares de surface aménagée pour le maraîchage. Des jardiniers qui ont l'eau de façon naturelle et en permanence. Nul besoin de motopompe ni de tuyauterie servant à l'irrigation. L'eau coule à travers ces allées aménagées il y a plus de 70 ans. Ces allées que vous voyez ont été aménagées par nos grands-parents. Et c'était pour empêcher l'eau d'envahir et de détruire leurs plantes. Notre grand-père là, donc, celui qui a commencé à creuser les trous là, bon, les gens disent là que, bon, que peut-être c'est un fou quoi. La nappe d'eau est généreuse à Desso, donc pas de souci d'eau. Ce qui dérange ces jardiniers, c'est le prix souvent bas des légumes qu'ils produisent. Dans le mois de février, il y a beaucoup de choux, ça ne paye pas. Un chargement de choux là, c'est 50 000. Bon, le mois qu'il n'y a pas de choux là, donc dans le mois de mai, donc si tu as pu cultiver les choux là, donc dans le mois de mai, tu peux avoir 400 000, 75 000. Et... Si ailleurs, l'on attend la saison des pluies pour commencer le jardinage, à Desso, ces agriculteurs sont obligés de l'arrêter par excès d'eau. Le passage à la télévision numérique de terre, c'est l'un des grands projets de l'heure au ministère de la Communication. Comment y parvenir et dans les meilleurs délais, le département élabore sa stratégie pour l'année 2016. Amadou Ilboudo et Nathalie Kaoré. Ce conseil d'administration du secteur ministériel de la communication se tient dans un contexte marqué par une évolution technologique sans précédent. À côté de cela, les attentes des populations sont de plus en plus nombreuses en matière d'information dans les médias de service public. La télévision numérique des terres, comme une réponse à ces attentes, sera le principal sujet sur lequel les membres statutaires vont mener la réflexion au cours de ce CASEM. Il est important effectivement de voir dans quelle mesure la télévision, mais également la radio, parce que l'objectif 2020 pour le passage au numérique pour la radio reste encore actif. Comment ces organes-là se préparent à cette mutation-là pour conserver donc leur statut d'organe d'État avec une fonction service public renforcée, mais également pour être plus compétitif et répondre aux aspirations des populations en termes de pluralité des points de vue, en termes également d'accessibilité et au niveau national. Les résultats des échanges de ce CASEM permettront aux acteurs de la communication d'exercer leur métier dans un cadre plus propice. C'est en cela qu'ils agiront conformément aux aspirations des Burkinabés en matière d'information. C'est la conviction du premier responsable du département de la communication qui invite chaque acteur à s'impliquer dans l'animation et le bon fonctionnement de ce département.
Hors de chez nous, nous sommes à 2 jours des élections couplées présidentielles et législatives au Niger. Hier, dernier jour de campagne, le président sortant Mahamadou Issoufou a tenu un meeting au stade général Séni Kountché de Niamey, un stade plein et tout acquis à la cause du candidat. Le président sortant est en course avec 14 autres candidats. Son parti, le PNDS, rêve d'un coup KO dès le premier tour. Reportage de nos envoyés spéciaux Roger Kam et Yarkiteda. Un bain de foule. Mahamadou Issoufou fait le tour, le temps d'un salut électoral. Le candidat du PNDS, le parti nigérien pour la démocratie et le socialisme, peut s'assurer d'une chose: gagner l'élection présidentielle en un coup KO. Nous allons vaincre, Inch'Allah, dès le premier tour de l'élection présidentielle. Pour y arriver, le président sortant et candidat à sa propre succession fonde son espoir sur son bilan. J'avais promis le développement des infrastructures. J'avais promis de réaliser des routes. Je les ai réalisées. J'avais promis des infrastructures énergétiques. Cela a été fait. J'ai promis le chemin de fer. Le chemin de fer que les Nigériens attendaient depuis 80 ans. Eh bien, le chemin de fer est là. Et devant ces milliers de militants de Niamey, le candidat du PNDS défend son nouveau programme Renaissance 2. Un programme qui consolide les acquis dont le concept les 3 N, les Nigériens nourrissent les Nigériens. Il nous a beaucoup aidés. Quand il part à la maternité ou bien pour le soin des femmes, là, tu ne payes pas. Il a eu le soutien des partis alliés venus du Burkina Faso et de la Côte d'Ivoire. Hors de chez nous, à présent en Libye, des avions de chasse américains ont mené un raid tôt ce matin dans l'ouest du pays. La cible, un bâtiment de 2 étages où se tenait une réunion des membres de l'organisation État islamique. Plus de 40 personnes ont été tuées et parmi elles se trouverait l'un des hauts responsables du mouvement djihadiste d'origine tunisienne. Il aurait participé aux attentats de Tunis l'année dernière. Un raid mené par l'aviation américaine dans l'ouest de la Libye a fait 41 morts et 6 blessés vendredi. Parmi les morts se trouverait un haut responsable du groupe État islamique, Noureddin Chouchan, un Tunisien soupçonné d'avoir participé l'an dernier à des attentats contre le musée Bardo de Tunis et la station balnéaire de Sousse. La maison de 2 étages à Sabrata a été visée à 3h30 du matin. Une frappe chirurgicale selon la formule consacrée, seul le bâtiment ayant été détruit alors que des membres présumés de l'organisation djihadiste s'y étaient retrouvés pour tenir une réunion. Le 18 mars 2015, 2 ou 3 individus ont attaqué le musée du Bardo après avoir échoué à s'en prendre au Parlement tunisien. Bilan 22 morts et 45 blessés. Le 26 juin 2015, un terroriste a mitraillé des touristes sur une plage devant un hôtel d'une station balnéaire près de Sousse. Bilan près de 40 morts et autant de blessés. Et puis on revient sur la campagne électorale au Niger. Notre envoyé spécial Yarkité est en ligne. Bonsoir Yarkité. Jean-Emmanuel Ouedraogo, bonsoir. Alors, nous avons suivi il y a quelques instants le dernier meeting du président sortant Mahamadou Issoufou. Dites-nous quelle est l'ambiance du côté de l'opposition. Oui, il faut dire que l'opposition se réunit autour de la coalition que même ils appellent la COP au Niger. Il faut dire que le principal challenger du président sortant, c'est bel et bien Ama Amadou, incarcéré, vous le savez, pour trafic de bébés. Mais ces militants restent convaincus d'une chose. De la prison, Ama Amadou sera au palais présidentiel. Voilà un problème avec la ligne de Niamey, mais nous avons compris l'essentiel du côté de l'opposition également. On affiche son optimisme. Si dans le camp du président sortant, on parle d'un coup KO, l'opposition parle d'un coup dehors. Et puis je porte à votre connaissance ce communiqué de la Direction de communication et des relations publiques du Conseil supérieur de la communication. Le Conseil supérieur de la communication, en sa séance ordinaire du 18 février 2016, a décidé de suspendre pour une durée d'1 mois la parution du journal L'événement pour diffusion d'informations relevant du secret militaire. Cette suspension va du vendredi 19 février au samedi 19 mars 2016 inclus.
L'événement, dans sa parution numéro 320 du 10 février 2016, à travers l'article intitulé « Les poudriers du Burkina », livre avec force, détails, plan à l'appui des informations techniques et géographiques des différents dépôts d'armes des forces armées nationales, l'information contenue dans le dit écrit au regard des exigences déontologiques du journalisme et du contexte actuel est de nature à porter atteinte à la sécurité du Burkina Faso. À présent, la revue de presse où nous n'allons certainement pas retrouver donc le journal L'événement. L'affaire de Kogluego est à la une des quotidiens aujourd'hui après l'incident de Sapuy. Autre sujet d'intérêt, la convocation du journal Le Reporter par la justice militaire et les élections au Niger. La revue de presse nous est proposée par Abdoul Rasmane Zongo. Dans l'Observateur, alors que la controverse continue entre pro et anti-Kogluego, note le journal, intervient une bavure. Madi Kanazoué, c'est son nom, aurait été battu à mort par les Kogluego de Sapuy et pour vol présumé de bœufs. Cette bavure, selon les éditions Le Pays, a provoqué une tension entre forces de l'ordre et Kogluego, dont certains ont refusé d'être interpellés et auditionnés. Après donc de longues heures de négociations, poursuit notre confrère des éditions Le Pays, tout est rentré dans l'ordre pour l'audition des Kogluego concernés suite au décès du sieur Kanazoué. En politique, le journal Le Pays nous informe que Mamadou Issoufou a réussi son pari de la mobilisation lors de son dernier meeting. Il lui reste maintenant à traduire cela en son fameux coup KO tant souhaité, notamment le 4e coup KO de l'Afrique de l'Ouest, après la Guinée, la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Mais le journal Le Soir reste interrogatif. Qu'adviendrait-il si le prisonnier de Filengue, Ama Amadou, est élu président? Aujourd'hui, au Faso revient sur la convocation du journal Le Reporter et affirme « Il n'y avait rien de grave ». Au fond, ajoute le patron du bimensuel Le Reporter, Bourema Ouedraogo, il n'y a pas eu de sujet ou de controverse. La première parution du journal Aujourd'hui au Faso est intervenue le 21 février 2014. Bientôt, le journal célèbre donc ses 2 ans d'existence. Bilan, perspectives et innovations sont donc légion pour ce 2e anniversaire. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci pour votre attention. Passez un bon début de week-end en compagnie des programmes de la télévision du Burkina.